Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler du transport de l'oxygène dans le sang. On va commencer avec le transport de l'oxygène. L'oxygène est transporté sous deux formes possibles. Soit il est transporté sous forme dissoute dans le plasma, et ceci concerne 1,5% de l'oxygène. Et cette forme joue quand même un rôle très important puisque l'oxygène dissous est responsable de la création de la pression partielle de l'oxygène et aussi l'oxygène dissous ou libre est le seul qui est consommé par les cellules. L'autre forme de transport de l'oxygène, c'est la forme liée. En effet, l'hémoglobine qui se trouve à l'intérieur des globules rouges peut fixer l'oxygène et peut assurer son transport. Cependant, cette combinaison entre Hb et O2 n'est pas stable. Elle varie en fonction de l'endroit où se fait le transport de l'oxygène. Donc, lorsque l'hémoglobine est saturée en oxygène, c'est-à-dire lorsque l'hémoglobine a fixé l'oxygène, on parle d'oxyhémoglobine, et lorsque l'hémoglobine a cédé son oxygène, on parle de désoxyhémoglobine. Au niveau des poumons, l'hémoglobine n'est pas saturée en oxygène. L'oxygène est disponible au niveau des alvéoles. Il va se fixer donc sur la molécule d'hémoglobine. Et on va avoir ainsi la molécule d'oxyhémoglobine plus un proton H+. Maintenant, au niveau des tissus, la réaction se fait dans le sens contraire. L'hémoglobine qui est saturée en oxygène va céder son oxygène pour les tissus, pour les cellules, pour que l'oxygène puisse passer du sang vers les cellules et redevient donc sous forme désoxyhémoglobine, l'O2 étant disponible pour les cellules pour la consommation. La vitesse de fixation ou de libération de l'oxygène par l'hémoglobine dépend de plusieurs facteurs, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'hémoglobine fixe l'oxygène ou bien le cède au niveau tissulaire varie en fonction de ces facteurs. Les facteurs sont la pression partielle en oxygène, la pression partielle en CO2, la température et la concentration en 2,3-biphosphoglycérate. Donc on va voir ces différents facteurs et on va essayer de comprendre ensemble leur rôle dans la modulation de la captation ou de la libération de l'oxygène par l'hémoglobine. Donc nous allons commencer avec le premier facteur qui peut influencer la saturation de l'hémoglobine, qui est la pression partielle en oxygène. On va essayer de comprendre l'effet de la quantité d'oxygène disponible sur la saturation de l'hémoglobine. Donc nous avons une courbe qu'on appelle la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine. Alors, dans l'axe des ordonnées, nous avons le pourcentage de saturation de l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle est saturée. Est-ce qu'elle est totalement saturée? Tous ces sites sont remplis d'oxygène, 90%, 100%, ou elle est désaturée, c'est-à-dire que pratiquement tous ces sites sont vides et qu'elle ne porte pas d'oxygène. L'axe des abscisses, on a la pression partielle en oxygène, c'est-à-dire la quantité d'oxygène disponible. Donc la courbe, comme vous la voyez, elle est sigmoïde. Donc elle est sigmoïde et où que vous soyez dans votre sang, vous êtes dans un point au niveau de cette courbe. Quel que soit l'endroit où l'on est, c'est représenté au niveau de cette courbe. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, نبداو بالplateau. Le plateau, le plateau, vous êtes dans l'une de vos artères, au niveau des artères systémiques. Donc, au niveau de l'axe des ordonnées, nous avons une saturation
complète de l'hémoglobine. Tous les sites de fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine sont remplis. L'hémoglobine est saturée en oxygène. Où la quantité d'oxygène disponible, c'est 100 mm de mercure. La pression partielle en oxygène, c'est 100 mm de mercure. Là, on dit que nous sommes au niveau d'une de nos artères où l'hémoglobine est complètement saturée en oxygène. Maintenant, si on s'éloigne un tout petit peu et qu'on descend au niveau de la courbe et on va au milieu à peu près, donc là au milieu, le point هذا par exemple, la saturation de l'hémoglobine est égale à peu près à 75%. Il y a quelques sites d'hémoglobine qui sont vides, qui ne contiennent pas d'oxygène. Et la quantité, donc la pression partielle en oxygène est égale à 40 mm de mercure. Qu'est-ce qu'on conclut, L'hné, on conclut que nous sommes dans un tout petit capillaire, dans un tissu qui consomme de l'oxygène. Le globule rouge qui contient l'hémoglobine est à proximité d'un tissu qui consomment de l'oxygène, des cellules qui ont besoin d'oxygène pour leur fonctionnement. Donc, pourquoi l'hémoglobine n'est pas saturée à 100%? Parce qu'elle a cédé une partie de son oxygène pour les cellules des tissus. D'ailleurs, la pression partielle en oxygène est basse. Maintenant, on va se déplacer tout à fait en bas de la courbe. Là, tout à fait en bas, au niveau de l'axe des ordonnées, l'hémoglobine n'est pas saturée à 100%, donc il y a des sites qui sont vides, qui ne contiennent pas d'oxygène. Et la pression partielle en oxygène est égale à uniquement 20 mm de mercure. Donc, l'hémoglobine a cédé l'oxygène et cet oxygène sert pour le fonctionnement des tissus. Mais l'hémoglobine, c'est vraiment désaturé. Elle est vraiment désaturée, pas comme au milieu de la courbe. Et ceci montre qu'on est à proximité d'un capillaire qui est en train d'irriguer un muscle squelettique qui consomme beaucoup d'oxygène. Tellement le muscle squelettique consomme de l'oxygène que la pression partielle en oxygène est basse. Donc l'oxygène est consommé, la saturation de l'hémoglobine diminue, l'hémoglobine on dit qu'elle est désaturée et elle a libéré son oxygène pour qu'il soit utile au fonctionnement de ce muscle squelettique. Maintenant, lorsque la saturation de l'hémoglobine est à 0 et que la pression partielle en oxygène est à 0, nous sommes dans une grosse veine, donc nous sommes dans le sang veineux où la quantité d'oxygène est nulle. D'accord? La quantité d'oxygène est presque nulle au niveau du sang veineux. D'accord? Donc, remarque importante. Remarquez que lorsque la pression partielle en oxygène est égale à 70 mm de mercure, la saturation de l'hémoglobine, l'hémoglobine est saturée pratiquement à 95%. Donc, même si la pression partielle en oxygène est égale à 70 mm de mercure, à peu près 80% de l'hémoglobine est saturée. Donc, ça veut dire quoi? Que la liaison de l'oxygène et son acheminement jusqu'au tissu sont adéquats même quand la pression partielle en oxygène est basse. C'est-à-dire même quand la pression partielle en oxygène dans l'air inspiré est inférieure aux valeurs habituelles. Normalement, l'air qu'on inspire contient donc une quantité assez importante, à peu près 100 mm de mercure d'oxygène.
Mais quand l'air contient uniquement 70 millimètres de mercure d'oxygène, nous sommes capables de saturer notre hémoglobine en oxygène. Ça, c'est toujours possible. Et d'ailleurs, les remarqué que même si on augmente la pression partielle en oxygène, la liaison de l'oxygène à l'hémoglobine n'augmente pas beaucoup. D'accord. Donc, ça prouve que 70 millimètres de mercure peuvent être suffisants pour saturer l'hémoglobine. Situation هذه فين تصير وقت la quantité d'oxygène disponible dans l'air diminue. تصير lorsqu'on monte en altitude مثلا. Lorsqu'on monte en altitude, la pression partielle en oxygène diminue. Donc, on peut quand même saturer notre hémoglobine. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet du pH et de la PCO2 sur le transport de l'oxygène par l'hémoglobine. Donc, une cellule vivante, toute cellule vivante, consomme du glucose et quand elle métabolise ce glucose, elle va utiliser évidemment de l'oxygène et par conséquent, elle va libérer du CO2. Donc ce phénomène va accroître la quantité de CO2, la PCO2 au niveau du sang et va augmenter donc la concentration sanguine en H+. Parce que vous savez, le CO2 dans le sang va se combiner à l'eau et va nous donner l'acide carbonique. L'acide carbonique va se dégrader en ion bicarbonate plus un ion H+. Et à mesure que les ions H+ s'accumulent dans le sang, ça va abaisser le pH. Or, la baisse de ces pH va avoir une influence importante sur la liaison entre l'hémoglobine et l'oxygène. Donc, en effet, le pH, quand il diminue, il va affaiblir la liaison entre HB et O2. Il va favoriser donc la coupure de cette liaison et par conséquent, ça va rendre l'oxygène disponible pour les cellules. L'effet de la baisse du pH sur la liaison HPO2, c'est l'effet Bohr. Donc l'effet Bohr favorise la libération de l'oxygène et son utilisation par les tissus. Donc, lorsque la pression partielle en CO2 est importante, on aura une libération d'oxygène et ceci survient et surtout lors donc des exercices musculaires où les cellules consomment beaucoup d'oxygène et de glucose et fournissent beaucoup de CO2. Donc l'effet Bohr est alors prépondérant. Et cet effet facilite évidemment l'apport de l'oxygène au tissu. Nous allons voir maintenant l'effet de la température. Donc la chaleur, c'est également un sous-produit du métabolisme cellulaire. Donc une cellule qui est active, elle va produire de la chaleur. Et la température, lorsqu'elle augmente, elle va avoir un effet sur la liaison entre HB et O2. Donc plus la température augmente, plus la liaison entre HB et O2 devient instable et l'hémoglobine va donc céder son oxygène. Une plus grande quantité d'oxygène va alors se dissocier et sera disponible pour les tissus. Rouni kif kif, la température c'est un indicateur de l'hyperactivité cellulaire. Une cellule qui est très active a besoin d'oxygène. Donc une cellule très active va envoyer des sortes de messages à l'hémoglobine. L'oxygène, là j'ai besoin de l'oxygène. Parmi les indicateurs, parmi les messages, la température qui m'a chauffé on va voir maintenant l'effet de la 2,3-BPG sur l'affinité entre HB et O2. La 2,3-BPG est une substance qui est présente dans les globules rouges. Elle réduit l'affinité entre l'hémoglobine et l'oxygène et aide donc l'hémoglobine à libérer donc son oxygène. Plus le taux de BPG est important, plus le volume de l'oxygène libéré
sera aussi important.